Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis toujours Sandra, ce podcast s'appelle Toujours pour toi et il parle à ma fille, mais aussi aux enfants qu'on a été, afin de transmettre ce que j'aurais aimé, ce qu'on m'apprenne, qu'on me transmette, des mots qui rassurent et qui aident à bien avancer. On a déjà abordé pas mal de sujets en vrai, en peu d'épisodes, et je me suis dit, il manque la base, le point de départ. Quel enfant j'ai été? Parce que je parle de mes expériences, je parle de ce que j'ai vécu, de mon éducation, des traumas, blablabla, mais sans entrer dans le vif du sujet de quel enfant j'étais. Et on va découvrir ça ensemble. En vrai, c'est une question pas si simple, genre quel enfant j'ai été? On peut pas genre juste répondre j'étais sage, turbulente, gentille, méchante. Enfin, c'est tellement vaste. Notre enfance reste quand même assez longue, ça s'étend sur plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas genre juste qualifier avec quelques mots. Donc on va essayer de faire cet exercice ensemble. Et en vrai, je t'invite, toi qui écoutes ce podcast, à aussi faire cet exercice. Je ne sais pas ce que ça va procurer, on verra ça à la fin ensemble. Par où commencer? Déjà, il faut savoir que j'ai un problème. Encore un. Il y a une bonne partie de mon enfance dont je n'ai aucun souvenir. Et je ne parle pas de mes 0 à 2, 3 ans. C'est vraiment toute ma vie avant mes 7 ans. Donc ça fait beaucoup quand même, 7 ans, où j'ai un vrai gros trou de mémoire. Et c'est lié au fait que mes parents aient divorcé. Ça aussi, ce sera un sujet à part entière, le fait de grandir trop vite face à un divorce, les effets qu'un divorce peut avoir sur un enfant, etc. Ce sera soit le prochain, ou on verra, mais en tout cas, ce sera un sujet à part entière. Mais une chose est sûre, c'est vraiment à partir de ce moment-là où mon cerveau a fait un blackout. J'ai pas de souvenirs très clairs ou très peu de à quoi ressemblait ma vie en fait avant mes 7 ans. J'ai vraiment des tout petits souvenirs par-ci par-là, mais genre ça se compte sur une main. Donc c'est pas fou. C'est pas fou parce que j'ai une idée de à quoi ça ressemblait parce que comme beaucoup des gens des années 90, on a fait beaucoup de photos et beaucoup de vidéos. Donc c'est ça qui me permet de me rendre compte à quoi ressemblait ma vie et comment j'étais. Et puis ce que ma famille me raconte. Mais moi Sandra, je n'ai pas réellement de souvenirs ou de ressenti de à quoi ressemblait cette période. C'est vraiment le après divorce que là j'ai des souvenirs, des vrais souvenirs et que c'est à partir de ce moment-là où c'est comme si ma vie avait commencé. C'est un peu bizarre et ça peut paraître négatif, mais c'est vrai. Peut-être pas parce que justement ça a été tellement un gros choc émotionnel que mon cerveau il a pas su gérer ce qui s'est passé avant. Quand j'avais 7 ans, vraiment, ça s'est assez vite enchaîné parce que mes parents ont divorcé et on a déménagé dans la foulée. Donc en fait, ça faisait beaucoup, je pense, pour une enfant de 7 ans. Après, ma mère, elle pouvait pas faire autrement. Hein. C'est la suite logique en soi. Donc c'est vrai que je pense que pour le cerveau d'un enfant, enchaîner autant de nouvelles choses à expérimenter, une nouvelle vie comme ça d'un coup, ça fait beaucoup. Donc déjà d'accepter que tes parents sont plus ensemble, que là où tu as grandi, c'est fini, que tu vas devoir redécouvrir un autre endroit, redécouvrir de nouvelles personnes. C'est un choc, c'est assez violent en soi. Vraiment la petite Sandra. J'ai pas tant de souvenirs que ça. Et ça fait partie de mon travail thérapeutique. Justement, on essaye avec ma psychologue de
raviver au maximum mes souvenirs d'enfance, mais pas que, parce qu'en fait, ça a engendré beaucoup de choses. C'est pas la seule raison, mais tout au long de ma vie, j'ai maintenant ce problème de temporalité. J'ai du mal à resituer les éléments de ma vie sur le temps. Parfois, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans et en fait, c'était il y a 6 ans, par exemple. Ça arrive à beaucoup de gens, mais en gros, dans mon cas, c'est assez problématique parce que je vais essayer d'être claire. Il y aurait eu, entre guillemets, que le traumatisme du divorce, déménagement, etc. Peut-être que ça n'aurait pas continué, je n'aurais pas eu ce problème de temporalité ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai eu une succession de traumatismes qui ont fait que ça a été une sorte de protection pour mon cerveau de brouiller un peu ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Et donc, forcément, tu brouilles les souvenirs, tu brouilles les événements. Et donc, forcément, tu as du mal à te repérer dans le temps, etc. Et en fait, vraiment, parfois, c'est fou, je mélange vraiment tout. J'ai l'impression que tel truc est arrivé avant tel événement, alors que pas du tout. C'était des années et des années après. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma thérapeute. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué, c'était assez bizarre parce que mon cerveau effaçait très vite des souvenirs. Le meilleur exemple que j'ai, c'est à chaque fois que ça se terminait avec le petit copain que j'avais, paf, mon cerveau, c'était ciao. Il oubliait, oublier c'est un grand mot, mais en tout cas il effaçait de ma mémoire les moments vécus. Évidemment que j'en avais toujours quelques-uns, et même encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs, etc. Mais j'ai été incapable de donner des détails de la relation, quand on me posait une question très spécifique, je n'arrivais pas à me souvenir. Donc, déjà, je me suis construite comme ça. Mais bon, là, on divague parce que c'est pas l'enfance, c'est ma vie tout court. Et ça fera l'objet de d'autres épisodes, évidemment. Quand on attaquera plutôt la partie adolescence, on pourra revenir à tout ça. Là, on reste sur l'enfance. Et justement, où je vais aller, puisque je n'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est un peu complexe. Et c'est vrai que quand on me demande quel enfant j'ai été, en fait, je me focus beaucoup sur le après-divorce et qu'est-ce que ça a engendré en moi, en fait. À partir de là, comment dire ? En fait, j'ai vite dû être indépendante. C'est dur de structurer sa pensée quand on n'a pas forcément tous les éléments. Cet épisode va peut-être partir dans tous les sens, mais je vais essayer de le structurer au maximum. On a tous notre caractère et dans une fratrie, le caractère il peut être complètement opposé et en général c'est même le cas. C'est souvent on a des caractères complètement opposés avec nos frères et sœurs. Moi, pour le coup, on m'a toujours vue un peu comme une enfant forte, qui est autonome, qui arrive à se débrouiller toute seule, qui n'a pas forcément besoin d'aide. Donc en vrai, je me suis créé une sorte de carapace parce que en fait, c'est l'image qu'on renvoyait de moi, c'était « Ah mais Sandra, c'est bon, elle gère, elle sait faire, elle est assez forte pour tout ça ». Le meilleur exemple, c'est par exemple pour le divorce. On m'a un peu mise de côté parce que j'avais ce caractère déjà de battante, à contrario de mon frère, qui lui est plutôt du genre à vite s'effondrer, à avoir du mal à contrôler ses émotions, à avoir tout de suite besoin qu'on le porte, qu'on l'aide. Peut-être qu'au final, ce trait de caractère s'est accentué parce que justement, en face de moi, mon frère était à l'opposé et avait énormément besoin d'attention. Ça, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes à vous de me le dire. Il y a déjà cet aspect-là j'avais l'impression que je devais toujours me débrouiller toute seule.
il y a un autre point à prendre en compte. L'année où je suis née, donc les années 90, c'est encore des années avec beaucoup de stéréotypes, avec beaucoup de manières de penser archaïques. Et en fait, il faut savoir que dans ma famille, donc quand je dis ma famille, c'est avec les cousins et cousines, bah, j'ai été la première fille. Donc en fait, avant moi, il y avait déjà eu 3 garçons. Donc j'étais la seule fille. Et en fait, j'avais ce truc de... C'est très marrant de dire que déjà petite, j'étais très révoltée. Et je ne comprenais pas pourquoi ma famille, et certainement les gens, mais en général, tu passes plus de temps avec ta famille quand tu es mineur, faisaient une différence entre moi et les garçons. Et je l'ai compris très très tôt qu'il y avait une différence parce que j'étais une fille. Et ça aussi, je pense que ça a participé à mon caractère de petite fille forte. Parce que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi eux avaient droit à jouer à certains jeux, avaient le droit à certains avantages que moi, je n'avais pas. Et donc, je me suis très vite rebellée sur que représente une fille. Je rejetais tout ce qui avait un rapport avec une fille. J'ai mis énormément de temps à mettre des robes, des jupes, etc. Pour moi, c'était impossible. Alors le rose, violet, tout ça, n'en parlons pas. C'est fou parce que même encore aujourd'hui, c'est un peu ancré en moi en mode j'aime pas le rose. Or qu'en vrai, il y a des fringues tellement stylées et trop belles en rose. Mais comme quoi, il y a toujours des trucs comme ça qui restent ancrés. Automatiquement, les cadeaux, ça allait vers des Barbies, des poupées, des trucs comme ça. En fait, les seules poupées que j'aimais, c'était les poupées Disney. Voilà, après, il fallait pas me parler du reste, les Barbies, tout ça, parce que dans ma tête, c'était « Ah, c'est pour les filles ». Et en fait, c'est marrant, c'est comme si moi, je me considérais pas comme une fille. Et en fait, pendant des années, j'arrivais pas à me mettre dans une case. Et en vrai, c'est une bonne chose. C'est pas que je me considérais pas comme une fille, j'aimais pas l'image qu'on associait aux filles. Et donc pendant longtemps, en fait, je rejetais le fait d'être une fille. Déjà très jeune, je disais ah, j'aurais aimé être un garçon, ça aurait été plus simple, c'est mieux. Alors qu'en vrai, de vrai, même encore aujourd'hui, j'ai pas envie d'être un garçon. J'ai jamais eu cette envie comme certaines personnes peuvent avoir de changer de sexe ou de pas me sentir bien dans ma propre identité, dans mon propre genre, etc. C'était plus en fait ce que la société dégageait du fait d'être une fille et du fait d'être un garçon. C'était vraiment ça qui me dérangeait parce que je pense que typiquement si j'étais née là dans ces années 2020, etc., je pense pas que j'aurais eu la même manière de penser. C'était vraiment, je rejetais l'image d'une fille. Maintenant, je sais que je me considérais comme une fille, mais à l'époque, c'était un peu bizarre, c'était un peu brouillon dans mon cerveau parce que vraiment, j'étais, mais qui je suis, puisque j'aime pas cette idée, mais en même temps, c'est ce que je suis pas autre chose. Donc, je rejetais, comme j'ai dit, tous les jeux qui avaient un rapport avec les filles. Évidemment, il y en avait quelques-uns que je ne rejetais pas, comme les Polly Pocket. Ça, c'était ma vie. Mais ouais, moi, je voulais jouer aux petites voitures avec mon frère. Je voulais aller me salir, à taper dans le ballon avec les cousins. Il y avait tous ces trucs-là. Et en fait, on me faisait un peu comprendre que, ouais, non, pas trop. Et heureusement que ma mère, elle, n'est pas comme ça du tout, justement. Elle est du genre à dire bah non, en fait, il n'y a pas à faire de différence entre une fille et un garçon. Mais c'était un peu la seule, en fait, dans ma famille. Donc c'est vrai qu'on a dû être des parias, en fait, dans cette famille. Et en plus de ça, il y a l'aspect culturel. Pour le coup, je suis portugaise des deux côtés de père et mère. Et on a beau dire ce qu'on veut, ça a été, j'espère que ça ne l'est plus trop. Je ne sais pas trop comment c'est les nouvelles générations au Portugal, mais ça a été très machiste. Ouais, c'est un pays assez macho, archaïque, qui
le garçon, c'est le sexe fort, c'est celui qui continue la lignée de la famille. Ça, je l'ai entendu, mais je ne sais combien de fois. Mon frère était beaucoup plus mis en avant que moi par ma famille qui était au Portugal, parce que c'était le premier, parce que c'était un garçon, et c'était limite, tout lui revenait. Enfin, c'est fou quand j'y pense, c'est fou. Mais c'était normal pour eux. Genre, il n'y avait pas de questions à se poser. Si on devait donner quelque chose, c'était à mon frère, c'était pas à moi. Parce que moi, j'étais la seconde et j'étais une fille. Voilà, tout simplement. Il y avait beaucoup ce truc d'héritage, de transmission. Et en fait, c'était, bah ouais, mais lui, il va transmettre notre nom, que toi, non. Parce que aussi, dans l'imaginaire, une fille, bah, une fois que ça se marie, déjà, ça se marie. Point. Il n'y a pas de choix. Et ça prend le nom de son futur mari. Alors que, clairement, aujourd'hui, on est maintenant loin de toutes ces idées du fait que se marier, c'est la suite logique, que forcément, et même si tu te maries, tu prends le nom, etc. Non, maintenant, il y a plein d'autres manières d'exister et de vivre dans son couple que de se marier et de changer de nom. Donc, en fait, j'ai un peu grandi dans ce truc où il y avait plein de combats en moi, déjà enfant. Mais je pense que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je sais où je vais. Dans les autres épisodes, il y a plusieurs fois où j'ai dû dire ouais, si on m'avait appris ça, il ne me serait pas arrivé ci, ça. Ce qui est vrai. Mais il ne faut pas se cacher que c'est aussi grâce à tous ces événements, traumas, moments de vie, qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette personne qui est justement en train de vous parler. Et sans tous ces éléments, potentiellement, je n'aurais pas ma caméra ou mon micro d'allumé à vous raconter ma vie. C'est un peu ça aussi la contradiction de ce podcast, parce que le but, c'est de donner toutes les clés à ma fille et à toutes les personnes qui entendront ce podcast pour éviter un maximum d'erreurs et d'être en phase avec soi-même. Mais en même temps, c'est ces erreurs, ces problématiques qui font que tu deviens qui tu es au fur et à mesure de ta vie. Mais c'est là aussi que je veux revenir. Le but, c'est justement d'éviter les plus gros problèmes. Évidemment qu'on ne peut pas tout balayer, faire en sorte que le monde soit parfait, que ce soit le monde des bisounours. Ça a été une de mes problématiques pendant des années. C'est le fait de trop vouloir qu'en fait tout soit parfait. Et indirectement, c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi avec ce podcast. Vraiment, oh là là, cet épisode part dans tous les sens et il est plein de contradictions. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas des êtres contradictoires ? J'accepte et je comprends que on ne peut pas tout maîtriser. Qu'on a besoin de tomber pour pouvoir se relever. Les phrases bateau, mais qui sont vraies. Mais bon, si je peux aider au maximum des gens à vivre le moins difficilement possible et se construire plutôt sur des bases solides que bancales, à quoi ça sert d'avoir des expériences si on ne peut pas les partager ? Donc, c'est cadeau, c'est pour toi ma fille, c'est pour vous tous. C'est un peu difficile de clôturer cet épisode parce qu'en vrai, il n'y a pas de vraie ligne directrice. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais parce que, comme je vous ai dit, tout est tellement flou dans mon passé que c'est un peu compliqué de faire étape par étape. C'est pas le but que vous connaissiez ma vie de A à Z. Le but, c'est d'essayer de par mon expérience, vous dire ce que j'ai ressenti, ce que ça a fait en moi, et justement prévenir, éviter de faire certaines choses pour justement ne pas provoquer des traumas ou des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Au final, c'est plus ou moins toujours la même chose, c'est de s'écouter, d'écouter son enfant, de prendre en considération ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ne pas minimiser
ses problèmes. C'est aussi un gros point. Combien de fois, en fait, on a pensé de moi que j'étais une peste, une petite teigne. Mais en fait, au final, aucun adulte a essayé de comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais dure, pourquoi je rentrais dedans, pourquoi j'ouvrais ma bouche depuis petite. Mais parce qu'en fait, c'était ma manière d'exister, c'était la manière de me faire entendre, parce qu'en fait, on prêtait pas forcément attention à qui j'étais, à ce que je ressentais. Il y a des enfants, ils vont plutôt se renfermer, rester dans un coin, être assez discrets. D'autres vont au contraire vouloir prendre de la place, faire du bruit, même parfois méchant, parce que c'est une manière d'attirer l'attention. Et en fait, c'est sur ce point que je veux un peu conclure, c'est que un caractère, peu importe, extrême d'un enfant, ça sort pas de nulle part. Il y a forcément une raison derrière de aussi pourquoi il est comme ça. On parle vraiment de cas extrêmes quand un enfant vraiment a un fort caractère, répond, ou vraiment s'efface, n'ose pas prendre la parole. C'est que derrière, il y a quelque chose qui est caché, c'est qu'il y a une peine, il y a une blessure, il y a des mots qui ne sont pas dits, ou pas écoutés, ou pas entendus. Et c'est sur ce point que je veux attirer l'attention, c'est que moi, c'était ma manière de me créer une carapace, c'était de montrer que rien ne me fait mal, que je suis forte et que quand je veux quelque chose, eh ben, je vais te le faire comprendre, si ça va pas dans mon sens. Mais j'étais arrivée à même des points à frapper. C'est triste, mais c'était un peu ma manière de me faire respecter, de faire comprendre que moi, on me marche pas dessus. Frapper, je venais pas mettre des coups de poing, mais même une petite tape comme ça sur la jambe. Moi, ma mère, combien de fois elle m'a raconté que je me laissais pas faire quand elle me grondait, que je lui tenais tête, que je lui donnais une petite claque sur la cuisse, ou que mon frère, quand il m'embêtait trop, bah pareil, j'allais lui... C'était des petites tapes au final, rien de bien méchant, mais quand même, c'est un geste où tu frappes quelqu'un, peu importe que ça soit fort ou doucement ou quoi que ce soit, le geste n'est pas bon. C'est pas normal d'avoir besoin de faire ça pour se faire entendre, pour s'affirmer. Et ça, pour le coup, on ne l'a pas pris en considération. C'est maintenant adulte où moi-même, je comprends les choses et qui fait que maintenant, je peux en parler avec ma mère. Bon, en vrai, j'en parle surtout avec ma mère parce que c'est une femme très ouverte sur ce genre de conversation et où on se rend compte, bah ouais, en fait, il y avait peut-être pas mal de choses qui auraient pu être évitées. Mais voilà, mais c'est pas grave, maintenant je suis là et on va éviter les choses ensemble. En tout cas, moi, ma fille, je ferai tout pour essayer de t'écouter, de comprendre ce qui t'arrive. Potentiellement, il y a des moments où j'y arriverai pas. Et j'espère qu'on aura une confiance assez forte pour que tu n'aies pas peur de venir me voir en disant bah en fait tu remarques pas que ça va pas, si je fais ci, si je fais ça, si j'ai besoin de ton attention. J'ai espoir, après ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas j'ai vraiment envie avec le papa de mettre en place une safe place, un cocon pour que notre fille puisse au maximum se confier et même nous rappeler à l'ordre quand on remarque pas quand elle va pas bien ou qu'il y a un problème dans sa vie et qu'elle n'ait pas peur de nous le dire, ben en fait ça va pas. Après, une fois de plus, c'est facile à dire, un peu moins à faire. Conclusion, soyons attentifs, tout simplement aux uns aux autres. Évidemment, c'est compliqué de tout gérer, d'être attentif à tout le monde. On peut pas, c'est déjà dur de s'auto-gérer, de gérer ses émotions, gérer sa vie, gérer ses problèmes, etc. Mais quand même, soyons bienveillants, soyons attentifs aux gens qu'on aime, aux gens qui nous entourent. Et pas forcément qu'on aime, même des gens dans la rue, ça se voit quand une personne a juste besoin d'aide. Là, je pars un peu dans tous les sens, mais genre, une personne qui est perdue, ça se voit dans la rue. Ça nous prend quoi, 5 minutes à s'arrêter, à lui demander « Est-ce que je peux vous aider ?» Voilà, soyons juste bienveillants, essayons d'être attentifs les uns aux autres.
Et je pense que rien que ça, déjà, ça sauvera beaucoup de problématiques de ce monde. Ça fait du bien aussi d'envoyer de la bienveillance et de ne pas partager que des choses difficiles, surtout en ces périodes difficiles où il se passe beaucoup de choses partout dans le monde. Donc voilà, donnons-nous du love, tout simplement. Merci d'avoir, une fois de plus, écouté ce podcast. Et une fois de plus, si c'est la première fois, merci. Merci, j'espère que tu vas revenir pour les prochains épisodes. Comme d'hab, on partage, on like, on commente. Si t'es arrivé jusqu'au bout, écris-moi love en commentaire. Je vous embrasse. Allez, j'envoie du love. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Salut!